Bienvenue dans le débat de France 24. C'est une élection qu'on dit jouée d'avance, un peu comme en Russie avec la victoire annoncée de Vladimir Poutine. Celle d'Abdel Fattah el-Sisi qui se joue en ce moment et jusqu'à mercredi en Égypte ne fait guère de doute. Depuis qu'en 2013, lui et l'armée ont renversé les frères musulmans, il a construit un pouvoir personnel autour d'une image forte, celle d'un rempart contre les islamistes pour les uns, fossoyeur de la révolution pour les autres. On en débat avec ici même Sérénat Chafik. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous présidez l'association Elle est Dorine. Vous avez été porte-parole des blessés de la Révolution. Merci d'être avec nous. Merci également à Magda Marfouz. Bonjour, vous êtes membre du collectif de femmes pour les droits de l'homme. Également parmi nous autour de cette table, Ebrard Kinne, vous dirigez directeur de recherche au CNRS, vous enseignez à Sciences Po Paris et vous êtes spécialiste du Moyen-Orient. Et puis Jean Maher, vous présidez l'association franco-égyptienne pour les droits de l'homme, association membre de la coordination des chrétiens d'Orient en danger. Et puis vous êtes cofondateur, secrétaire général, représentant en France de l'association des Coptes d'Europe. C'est bien cela, hein ? Ça fait beaucoup de titres. Merci d'être avec nous en tout cas. Également avec nous en direct du Caire, Hélène Salon, journaliste au Monde, à la rubrique Moyen-Orient du service international, qui nous rejoindra dans le courant de ce débat. Mais d'abord Stéphanie Antoine, notre envoyée spéciale pour France 24 au Caire. Stéphanie, cette élection, elle provoque quel type de réaction dans la capitale égyptienne? Les gens se sentent concernés, les électeurs sont mobilisés? Écoutez, c'est toute la question, Raphaël. Comme vous l'avez dit, les jeux sont faits. Donc, qui, finalement, va se mobiliser aujourd'hui en Égypte pour aller voter, en sachant que, de toute façon, Al-Sisi est le grand gagnant? C'est un peu tout le problème pour Al-Sisi. Et c'est la raison pour laquelle que lui et ses partisans, depuis quelques semaines, ont vraiment occupé tout l'espace public. Ce matin, c'était intéressant. J'étais dans un bureau de vote dans un quartier copte. Les coptes sont très pro-Sisi, donc ils sont venus nombreux voter. Il y avait effectivement beaucoup de monde, mais, si vous voulez, on était vraiment auprès d'une population assez âgée, des femmes et des hommes, mais plutôt âgés. Il n'y avait pas de jeunes du tout. Et véritablement, le bureau de vote était entouré de partisans d'Al-Sisi qui, eux, brandissaient des pancartes avec le portrait d'Al-Sisi, avec tous ses partisans. Si vous voulez, ils sont toujours en campagne parce que l'idée, c'est d'inciter, bien sûr, la population à aller voter. Donc, à mon avis, d'après ce que je lis, d'après ce qu'on me dit, très peu de jeunes iront voter. Et donc, comme effectivement, il y a tout de même une majorité de jeunes dans ce pays, ça risque de faire un taux de participation assez faible. Également, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai rencontré tout de même quelques Égyptiens qui vont voter pour Mustafa Moussa, l'opposant, donc celui justement qui avait appelé à voter Al-Sisi, donc espèce d'opposant prétexte. Eh bien, il y a certaines personnes qui vont tout de même voter pour lui, donc il n'aura pas 0 vote, puisque j'ai déjà rencontré des Égyptiens qui vont voter pour lui. Voilà, donc Al-Sisi va continuer. Ce scrutin va durer 3 jours, donc ça va être difficile de dire. On aura vraiment les premiers résultats assez tardivement. Pour l'instant, on n'a aucun résultat tangible sur le taux de participation, mais franchement, ceux qui seront susceptibles de voter pour Al-Sisi seront plutôt des gens déjà d'une certaine génération. Les jeunes, eux, sont plutôt susceptibles de ne pas aller voter du tout. Merci Stéphanie. Alors oui, vous venez de le dire, l'enjeu c'est la participation, parce que pour ce qui est de l'enjeu purement électoral, lui, il est quasiment nul, et pour cause. Celui qui se présente comme le principal adversaire d'Abdel Fattah el-Sisi est aussi, semble-t-il, son principal turiféraire. Écoutez en tout cas ce que lui-même dit de cette élection. Nous voulons que les gens aillent voter. Nous avons encore 2 jours et je suis très content. J'ai vraiment l'impression que l'Égypte appartient aux Égyptiens. Nous ne voulons pas d'ingérence. Peu importe qui sera le vainqueur de cette élection, c'est l'Égypte et son bien-être l'essentiel. Alors avec de tels adversaires, a-t-on encore besoin d'alliés? Sérénat Chafik. Pourquoi voter Mustafa Moussa? Pour exprimer simplement un mécontentement à l'égard d'Abdel Fattah el-Sisi? Alors, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être... voilà. Moi, je ne suis pas allée voter. J'avais fait une carte d'électeur après la Révolution, parce que j'avais vraiment la foi en cette Révolution, en disant qu'il va y avoir des changements et qu'on va enfin pouvoir voter. Moi, je ne participe pas à une mascarade. Aller chercher un pantin qui fait le jeu pour que la démocratie soit sauve aux yeux de l'Occident, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Et je ne suis pas là pour donner une caution à ça. Nous sommes dans une situation assez dramatique. Je veux dire, il y a un peuple qui s'est soulevé en 2011 avec 3 mots d'ordre. C'était liberté, dignité et justice sociale. Aujourd'hui, nous n'avons pas la liberté. On est très loin de la dignité. Et la justice sociale, la population est en train vraiment
de vivre des moments très difficiles, très difficiles. Et au niveau des libertés, quand le gouvernement arrête une journaliste correspondante de CNN pour qu'elle ne puisse pas couvrir les élections égyptiennes, ça veut tout dire. Ça veut dire que là, aujourd'hui, on n'arrête même pas seulement les Égyptiens, on arrête aussi des journalistes étrangers et on les renvoie avec, après, un sceau personne non grata. Cette situation, nous ne la voulions pas, même si j'avais participé au 30 juin. C'était un soulèvement populaire contre le fascisme religieux, mais c'était absolument pas pour la remplacer par un fascisme militaire. Magda Mahfouz, vous condamnez le renversement de Mohamed Morsi en 2013. Aujourd'hui, est-ce que vous avez voté ou est-ce que vous irez voter dans les 2 prochains jours pour Mostafa Moussa? En fait, moi, je ne peux pas être un parti de cette noire comédie, on va dire. L'image pour vous aussi, c'est une mascarade. Finalement, vous reprenez les mêmes arguments. Oui, c'est ça le problème. L'Égypte, elle n'est pas un tue entre les militaires et les frères musulmans. L'Égypte, elle est grande pour les militaires. Elle est trop grand pour les frères musulmans. Oui. Le peuple égyptien, elle est très intelligent. Elle a déjà participé dans l'élection qu'il était libre, qu'il était démocrate après la révolution. Mais aujourd'hui, on a trop bas le coup qu'il était remplir de l'Égyptienne. Aujourd'hui, il était vide. Comme Stéphanie, elle a déjà déclaré que voilà, les bloubards égyptiennes qui sont âgés, les personnes âgées, qui déjà systémées avec les militaires, mais les jeunesses qui sont ouverts sur le monde entier, sur la liberté, sur la révolution de la France, sur la démocratie, les États-Unis en Europe, l'on a arrêté, on a vraiment beaucoup les élections aujourd'hui. Ni Mostafa Moussa, ni Sisi, Mostafa Moussa, c'est un candidat que la personne connaît. Elle a déjà, justement, avant 15 minutes de fermer le porte de candidature, lui, elle est déclarée. Ouais, c'est vraiment une image qu'on ne l'accepte pas comme égyptienne, en fait. Jean Maher, le président Abdel Fattah al-Sisi est soutenu assez massivement par la communauté copte d'Égypte aujourd'hui. On expliquera peut-être pourquoi dans le courant de ce débat. Mais vous, à titre personnel, vous trouvez que cette élection, elle présente toutes les caractéristiques d'un scrutin libre quand on voit effectivement ce que dit l'adversaire d'Abdel Fattah al-Sisi et quand on voit surtout la liste impressionnante des défections ou des candidats empêchés? J'aurais préféré qu'il y ait plusieurs candidats. C'est certain, pour que ça soit, comme on dit, un équilibre sur une vraie concurrence sur la situation de l'Égypte aujourd'hui. Mais je pense que c'était inévitable. L'Égypte est en guerre. L'Égypte, il y a 2 révolutions. Vous voyez un peu la révolution française. Qu'est-ce qu'il a fallu 100 ans pour arriver à une stabilité, à un équilibre. Il faut remercier le ciel que l'Égypte se trouve aujourd'hui dans cette situation-là et sans qu'il y ait beaucoup plus de sang. Par contre, la situation des élections présidentielles, elle est tout à fait, je dirais, presque normale. On ne pouvait pas s'attendre à autre chose. C'est très difficile. C'est certain que pendant 4 ans, on aurait souhaité beaucoup plus de démocratie. Pourquoi se prêter au jeu électoral dans ce cas-là? Pourquoi ne pas simplement décréter un État militaire à la tête du pays? Le président Sisi, et non pas le maréchal, est un homme aujourd'hui qui est un homme civil. Et tout le gouvernement sont des civils, à part le ministère de la Défense. Donc, essayer de mettre partout dans le monde une fausse image, qui est complètement fausse, en disant que c'est un régime militaire, c'est de l'oppression, c'est une image qui est tout à fait fausse. C'est pas une fausse image de donner une légitimité démocratique à un pouvoir qui, semble-t-il, en tout cas, a présélectionné aujourd'hui ceux qui sont, ou celui même qui est apte à concourir? Mais je ne dis pas présélectionné, on va voir le résultat. C'est sûr que il y a 2 candidats, il y a un très très faible et on sait que Sisi va gagner. Mais on ne peut pas dire que les gens ne pouvaient pas se présenter comme candidat présidentiel. Ceux qui se sont présentés et qui se sont retirés, il y a des raisons pour cela. Ou l'un n'a pas respecté les procédures militaires, ou l'autre n'a pas eu assez de nombre de signatures qui étaient nécessaires. En tout cas, là on dit que c'est le régime qui a tout fait sauter et les gens ont sauté l'un après l'autre. Je ne pense pas que ce soit le cas. Le terrain
de l'Égypte aujourd'hui n'est pas un terrain fertile pour qu'il y ait plusieurs candidats comme ça se passe en Occident. Hélène Salon, journaliste au Monde, rubrique Moyen-Orient du service international. Vous suivez ces élections, vous, en Égypte. Vous pouvez nous rappeler peut-être brièvement ce qui s'est passé dans les mois qui ont précédé, ce qui aboutit aujourd'hui à cette configuration assez particulière, qui fait que le président sortant archi-favori a face à lui quelqu'un qui, sur sa page Facebook, le jour même de sa candidature, affichait encore un portrait, non pas de lui-même, mais du président Sisi. Qu'est-ce qui a fait qu'aucune autre figure n'est parvenue à émerger ? Alors, plusieurs candidats potentiels voulaient se présenter aux élections. On a eu d'abord en décembre la candidature annoncée depuis les Émirats arabes unis de l'ancien général Shafik, qui a bizarrement été mis dans un avion par les Émirats, renvoyé en Égypte et de là a disparu et réapparu 48 heures plus tard pour annoncer qu'il n'était plus candidat. On a eu un obscur colonel qui a fait une déclaration de candidature qui a été arrêté et traduit en justice. Il a pris 6 ans de prison pour avoir justement candidaté alors qu'il était encore dans le corps militaire. On a eu l'ancien général Sami Hannan qui, en janvier, a déclaré sa candidature, a été arrêté également par l'armée qui l'a accusé de vouloir diviser l'armée. Et il a été poursuivi pour n'avoir pas respecté les règles électorales qui veulent qu'il aurait dû être vraiment à la retraite de l'armée. C'est ce qui est dit dans son cas par les autorités. Et on a l'avocat des droits de l'homme de gauche, Khaled Ali, qui lui a décidé de renoncer à se présenter sous l'effet des pressions et aussi le fait de n'avoir pas pu recueillir le nombre nécessaire de votes ou de signatures de députés que lui impute à des pressions exercées notamment par les employés d'administration ou sur les députés. On a aussi un Parlement, il faut savoir, qui est largement acquis au président. Donc voilà, c'est les conditions qui ont amené que tous les candidats potentiels se sont désistés et qu'on a eu le dernier jour le candidat Moussa Mustafa Moussa, dont les assistants sont allés déposer la candidature 15 minutes avant la clôture du dépôt des candidatures, en courant, et qui a toujours affiché, qui lui-même me disait en interview, moi j'étais un soutien de campagne du président, je me suis présenté pour sauver l'Égypte, c'est-à-dire pour ne pas qu'on ait un référendum sur la personne de Sisi, car ça aurait donné lieu à une forte abstention. Donc il ne prétend même pas gagner, il n'a même pas fait campagne finalement, il est là pour donner une façade démocratique à cette élection. Ebrard Keane, le pouvoir égyptien a raison d'avoir peur quand on voit la popularité dont jouissait le président Sisi lors de sa première élection en 2014. Alors certes déjà un taux de participation assez faible, mais un score quasi soviétique. Et les témoignages qu'on avait à l'époque, chez beaucoup en tout cas, c'était plutôt le soulagement avec son arrivée au pouvoir. Évidemment, il y a toujours des raisons d'avoir peur, il me semble. Maintenant, est-ce que les raisons d'avoir peur sont réalistes ou non? Ça, c'est une autre question. Lors de sa première élection, Sisi avait été élu avec une majorité, avec un taux de participation relativement faible, mais il a évidemment eu un raz-de-marée en sa faveur. Aujourd'hui, ça serait probablement différent vu la stagnation économique, vu les difficultés économiques du pays. N'empêche que Sisi a certainement des soutiens aussi, on l'a entendu, il y a monsieur qui le soutiendrait. Il y a évidemment pas que les Coptes, parce que ça dit 10% seulement de la population égyptienne. Il y a beaucoup de Coptes qui le soutiennent. Il n'y a pas seulement des Coptes, il y a aussi des gens qui ont évidemment eu peur. Aussi, hein. Il y avait évidemment des gens qui ont peur des développements de la contestation, de la suite de la contestation, du terrorisme et ainsi de suite. Donc ce n'est pas quelqu'un qui est sans soutien, mais je pense que dans une telle situation, quand on a les moyens à sa disposition, évidemment, on essaye de limiter la contestation. Alors, on est ici dans une situation dans laquelle, au fait, on voit que ce qui s'est passé en 2011, 2012, 2013 est quasiment maintenant... c'est une parenthèse de l'histoire et on voit l'Égypte revenir à ce qu'elle était sous Moubarak. Ce n'est pas exactement la même chose, c'est différent. Certains diraient que c'est pire, mais en tout cas, on a une plus situation... autoritaire. Probablement oui. Plus centralisé. Oui, probablement plus centralisé. Maintenant, évidemment, et ça, attendons jusqu'à après-demain. Peut-être il y a des surprises. On ne sait jamais ce qui se passe, ce qui sort des urnes. Mais moi, je serais sceptique. Magda Mahfouz, vous disiez à l'instant, il a le soutien
des coptes, vous disiez il a le soutien des salafistes. En fait, il est souvent vu de l'extérieur, un peu sans discernement, comme l'adversaire des islamistes au sens large. Vous dites non, en fait, en gros, il a plus ou moins pactisé avec les salafistes face aux frères musulmans? Comme l'armée avant avec fait, les frères musulmans. Voilà, on revient comme avant. C'est un retour de l'image de les dictateurs en Égypte. Sauf que les frères musulmans, ils n'ont pas un parti de la photo maintenant. Si les salafistes, et si un parti de les chrétiens en Égypte, si la tête d'église, elle annonce qu'il elle est vraiment, vous devez aller faire l'électoral, choisir les Sisi parce que elle va vraiment, un monsieur qui va nous donner le droit de chrétienne. Mais c'est des fois, hein, c'est aussi le parti des salafistes, c'est la même chose. Les chefs de salafistes, elle annonce qui dans la mosquée, que voilà, Sisi, c'est un musulman qui pratique l'islam, c'est l'utilisation dans les régions, sauf que les frères musulmans, ils sont à côté maintenant, ils sont en prison ou l'exil. Parce qu'on a un agenda politique, que n'ont peut-être pas les salafistes, même s'ils sont constitués en parti politique en Égypte. Ils ne pratiquent pas les politiques. Ils sont toujours un régime religion militaire, utilisation de religion dans la politique, ou les militaires utilisent de la force dans la politique. En Égypte, on n'a pas de politique, on n'a pas de groupe politique qui pratique les... Jean Maher, cette complaisance envers un certain islam radical, elle ne vous dérange pas? Bon, juste un mot, les Coptes ont 36 000 raisons de ne pas vouloir de Sisi. Parce qu'il y a eu énormément d'attaques. Et on sait très bien qui fait les attaques. Et on sait très bien quels sont les objectifs de ces attaques. C'est bien pour diviser chrétiens contre musulmans. C'est bien pour prouver aux chrétiens que le gouvernement est incapable de les protéger. C'est bien, il y a une tactique, une stratégie islamiste avec des buts bien particuliers. Et les Coptes ne sont pas dupes. Et les musulmans non plus. Donc tout le monde comprend. Parce qu'ils attaquent les églises, mais ils ont attaqué les mosquées l'autre jour. Oui, dans le Sinaï. Et oui. le plus grand, où il y avait 350 morts. Hein, oui. Donc il ne faut pas dire que les Coptes soutiennent les Sisi. La majorité des Égyptiens ont donné tout leur soutien à Sisi parce qu'il a évité vraiment la guerre civile. Et les salafistes, je suis le premier à dire... Les persécutions pour les Coptes sous Mohamed Morsi ont été sans précédent. Sous Mohamed Morsi, bien sûr, on n'en a pas beaucoup parlé, mais les kidnappings des filles augmentaient à une vitesse exponentielle. Les Coptes les chrétiens avaient la trouille de sortir dans les rues. On n'en a pas beaucoup parlé de ça. Et heureusement qu'ils ont quitté le pouvoir, parce qu'ils seraient encore là, c'était un autre Irak ou une autre Syrie. Mais pour revenir aux salafistes, il est certain... C'est pas ce qui est en train de devenir le Sinaï? Le Sinaï, il y a une interdiction des journalistes. Est bourré d'islamistes. Il y a plein de gens de Daesh qui sont... Il y a plein d'étrangers qui sont dedans. Et il y avait 4000... Les islamistes ou les Daesh, ils existent en Sinaï. Oui, mais il y avait 4000... C'est pas le moment de Mohamed Morsi, c'est pas le moment de la révolution, c'est pas le moment de même Moubarak, c'est le moment de présence de Sisi dans la... Ah non. On laisse Jean Maher terminer. Je vous donne la parole. Elle a dit, moi j'arrive ici pour défendre le tourisme et à son exigeant, le tourisme en Sinaï, vraiment, elle commence. On va parler du Sinaï dans un instant. Je vous laisse terminer, Jean Maher, et je vous donne la parole. Alors le Sinaï par la suite. Là, ce que je veux dire, on n'est pas content. La majorité des Égyptiens, pas les Coptes, je ne parle pas au nom des Coptes maintenant, la plupart des Égyptiens ne sont pas contents que les salafistes sont là. Il est certain que le 3 juillet, quand il a destitué Morsi, ils l'ont soutenu. Et ils avaient, avant lui, ils avaient déjà le parti. C'est pas Sisi qui a fait leur parti Hezb al-Nour. C'est le Nour, c'est avant. Mais les salafistes sont des gens très, très stricts, très conservateurs, et ils sont aussi violents sans le dire. Je vais donner la parole tout de suite à Serena Tchafik. Je vais quand même faire un détour par le Caire, juste pour que Hélène Salon nous plante un peu le décor de ce qui se passe en ce moment dans le Sinaï, parce que c'est vrai que c'est un front qui a été ouvert, en particulier depuis l'année dernière, avec une offensive militaire extrêmement virulente donc de l'armée égyptienne, qui s'emploie à éradiquer des groupes terroristes qui opèrent dans cette région. Où en est-on exactement? Et est-ce qu'on peut considérer que c'est un acquis ou au contraire un caillou dans la chaussure du président Sisi en Égypte?
C'est un caillou dans la chaussure du président Sisi qu'il traîne depuis 2013. Et on a bien vu que le changement et la décision vraiment de lancer une large offensive a été prise après, vous vous souvenez, l'attaque de Raouda contre la mosquée qui avait fait plus de 300 morts fin novembre 2017. Le président Sisi avait promis à cette époque d'éradiquer l'insurrection dans le Sinaï dans un délai de quelques mois. L'offensive a été lancée début février. Il y a des avancées, il y a un changement de stratégie déjà qui est de resserrer le siège parce que on reprochait beaucoup les écueils en fait de cette stratégie antiterroriste depuis 2013, de faire des raids, de cibler, de se retirer, de ne jamais vraiment occuper le terrain. Et là, il y a un changement de stratégie avec une offensive majeure qui va de l'extérieur pour se rapprocher vers l'épicentre. Il y a des réalisations, mais certains observateurs disent que l'espoir que nourrit le président Sisi d'éradiquer cette insurrection très rapidement, c'est-à-dire dans les prochaines semaines, est peut-être un peu exagéré. On verra, ça avance de toute manière. On a vu notamment la dernière vidéo qui a été publiée par l'État islamique Wilayat Sinaï, donc la province du Sinaï, hier ou avant-hier. Toutes les images d'attaques sont très, très anciennes. Il n'y a pas d'attaques récentes qui ont été diffusées dans cette vidéo. Est-ce qu'ils n'ont pas plus les moyens de le faire? C'est une question qui se pose. Sérénat Chafik, lorsqu'on voit effectivement la situation dans le Sinaï, pour vous qui est responsable de cette situation, est-ce, comme vient de le dire à l'instant Magda Mahfouz, l'armée... Est-ce que l'armée a attisé cette insurrection? Est-ce qu'elle en joue? Ou est-ce qu'au contraire, elle fait tout ce qu'elle peut pour la contenir, l'éradiquer? Moi, j'aime bien être factuel. Donc, pour l'instant, nous n'avons de source d'information que l'armée elle-même, puisque les correspondants sont interdits, puisqu'il n'y a pas de journalistes sur place, et on peut croiser avec les déclarations de Wilayat Sinaï, où la situation est... Voilà. Mais moi, en tant que Lédorine maintenant, puisque je suis dans une association qui est contre la radicalisation, nous n'avons pas en Égypte les éléments importants pour faire de la prévention de la radicalisation. Je m'explique. Quand le pouvoir déjà en place s'appuie sur les salafistes, et quand on a des groupes armés qui menacent l'Égypte, et qu'on va proposer un projet de loi interdisant et réprimant et criminalisant l'athéisme, moi, je ne vois pas le rapport, hormis le fait qu'on est en train de daïchiser un peu plus la société. Daïchiser, c'est ce que vous dites. Vous pensez que le puritanisme qu'on reproche parfois au président Al-Sisi participe d'une daïchisation, c'est ce que vous dites, alors, de la société. Il y a déjà un fond extrêmement conservateur en Égypte. Il y a une montée du fondamentalisme. On ne va pas se voiler la face. On ne va pas dire que les attaques contre les Coptes, ça date d'hier. Ça date bien avant. Ça a toujours existé depuis que je suis petite. Ça a pris des formes beaucoup plus dramatiques sous Morsi, parce que là, ils ont eu l'impression que tout était permis. Donc vous comprenez que le président Sisi a pris la question à cœur. Il était présent d'ailleurs au Nouvel An. Non, il n'a pas pris au cœur, puisque de toute façon, là, il n'est pas en train de faire face à une islamisation politique de la société, et que un fondamentalisme rampant qui prend de pont toute la société, et il n'est pas en mesure aujourd'hui de proposer ni des manuels scolaires qui nous sortent de ce fondamentalisme. Même El Azhar aujourd'hui est un foyer de terrorisme, qui est l'une des principales autorités morales de l'islam, et qui s'est opposée face aux Tunisiennes qui réclamaient l'égalité en héritage. Et il y avait El Azhar pour être contre. Enfin, je veux dire, on est dans une société, si on ne met pas en place
une vraie politique progressiste, on ne va pas s'en sortir, ni avec le terrorisme, et ce n'est pas un rempart, justement. Ebrard Kienle, pour essayer effectivement de comprendre ce qu'est le sissisme, si on peut s'exprimer en ces termes, c'est un rempart contre le terrorisme islamiste, ou est-ce que ça alimente justement l'islamisation de la société et peut-être la violence? C'est une question. Probablement les deux. Ce qui est certainement vrai, c'est que le président Sisi se voit comme le rempart contre le terrorisme, contre l'islamisme et ainsi de suite. Évidemment, il faudrait, nous, évidemment, toujours faire une distinction entre les deux. Maintenant, ce qui est vrai aussi, et pas seulement en Égypte, c'est que les mesures qu'on prend souvent alimentent, évidemment, ceux qu'on aime empêcher. Alors, par exemple, prenons le Sinaï. D'ailleurs, le Sinaï, l'histoire du Sinaï, elle remonte évidemment à l'époque de Moubarak, aux dernières années de Moubarak, au moins, si ce n'est pas avant. Le Sinaï a toujours été une région, disons, marginalisée de l'Égypte. Donc, au fait, qui fonctionne un peu autrement aussi que le reste du pays. Donc, il n'est pas étonnant que c'est une région qui se sente laissée pour compte. Et une question qui évidemment alimentait une résistance, une opposition qui s'est transformée en situation terroriste au Sinaï. Alors évidemment, il ne faut pas nier qu'il y avait des Dawaesh, des gens qui étaient proches de l'État islamique et ainsi de suite qui se sont mêlés de ça, c'est évident. Seulement, l'histoire évidemment au départ n'était pas du tout ça. L'histoire au départ était la lutte peut-être mal conçue d'une partie d'une population contre le gouvernement central. On parle d'un mouvement de nature identitaire, nationaliste au départ, qui a dérivé. Disons, c'était pas un mouvement de revendication nationale. Non, c'était tout simplement une partie de la population du Sinaï, surtout la autonomiste. Voilà. Séparatiste. Non, pas du tout, tout simplement. Non, pas du tout. Ce sont des gens tout simplement qui se sentaient maltraités par l'État égyptien. Relégués. Nous n'entrons pas dans les détails si c'est vrai ou si c'est faux, mais en tout cas, il y avait déjà à l'époque de Moubarak, après sous Morsi aussi, et maintenant sous Sisi, une répression parfois féroce. Alors on vient d'apprendre, il est vrai qu'il y avait un changement de tactique. Maintenant, il faut voir. Mais tout ça pour dire que les mesures qu'on prend pour peut-être éradiquer quelque chose qu'on n'aime pas peuvent évidemment alimenter la même chose. Et ça, c'est vrai au Sinaï, ça, c'est vrai ailleurs. Et de là, évidemment, je pense, une des questions centrales qu'on doit se poser en Égypte aujourd'hui, et évidemment, c'est une question qui se pose d'abord pour le régime, pour le prochain mandat du président, s'il faut continuer dans cette voie-là, ou s'il faut peut-être trouver d'autres moyens pour aborder ou pour adresser ces questions. Parce que la répression simple, elle n'a pas, ni en Égypte, ni ailleurs, nécessairement porté ses fruits. Une répression, Hélène Salon, qui s'exerce aussi contre les journalistes. Et les démocrates. Oui. On a vu l'exemple récent, le témoignage de Belsfou, donc la correspondante du Times, qui a donc annoncé qu'elle avait été arrêtée au cours d'un reportage et menacée d'être poursuivie devant un tribunal militaire si elle ne quittait pas le pays immédiatement. Donc elle était la correspondante du Times depuis 7 ans. On a vu d'autres menaces. De toute manière, il faut déjà voir que les menaces contre les journalistes étrangers viennent déjà après des menaces qui sont d'abord contre les journalistes égyptiens. On a des dizaines de journalistes égyptiens qui sont en prison depuis 2013 ou arrêtés après, qui sont soit toujours en prison, soit qui ont été jugés, qui ont purgé leur peine. On pense notamment au cas du photojournaliste Shao Khan, qui avait été arrêté pendant la couverture des événements de Rabat al-Adawiya contre les frères musulmans, qui normalement son procès a été ajourné au 31 mars. Donc on pourrait avoir un verdict au lendemain de l'élection. Donc oui, il y a cette répression contre les médias qui commence à toucher les médias étrangers, parce qu'on voit que les autorités sont de plus en plus sensibles à l'image qui est véhiculée par les médias à l'extérieur de l'Égypte. C'est comme les élections, ça a un grand impact sur l'économie, les investisseurs qui vont avoir envie de venir ou non. Donc il y a des pressions de plus en plus fortes qui sont exercées sur la presse étrangère, sur nous. L'économie, justement, Jean Maher, où se situe l'Égypte aujourd'hui? On sait que le tourisme, bien sûr, les investissements étrangers ont subi un coup extrêmement fort. Le président Sisi a mis en œuvre une politique, il faut le dire, assez rigoureuse en matière de finances publiques, avec une dévaluation de la monnaie, en réduisant les subventions d'État aussi. Il faut le dire, un certain nombre de secteurs étaient subventionnés.
Ça a quel impact aujourd'hui sur l'économie et puis sur le niveau de vie des habitants, parce que c'est directement lié? Il est certain que l'homme lambda de la rue, moyen, il souffre. Il souffre parce que la valeur du dollar ou de l'euro a été multipliée par 3. L'inflation est assez importante. Mais les mesures économiques que Sisi a prises, elles sont saluées par les experts mondiaux économiques. Et on voit les résultats. Et je peux dire que sur les 4 ans, les réalisations de Sisi en 4 ans sont équivalentes au moins à 40 ans de ses prédécesseurs. 40 ans de réalisation, que ce soit dans la construction, quand il construit 25 000 unités et il enlève les gens pour les pauvres, et quand il construit 245 000 unités pour la suite, 7 000 kilomètres, je me demande combien de milliers de kilomètres ont été construits en 60 ans. Tous les méga projets et 2,5 millions de travailleurs nouveaux. Oui. D'emploi. Donc tous les projets qu'il a entrepris sont des projets réussis et dans le bénéfice du pays. Ses prédécesseurs, c'était leur pouvoir, c'était c'était que ce soit Sadat ou Moubarak, Lui, c'est son pays qui compte et tous ses travaux sont travaux pour le bienfait de son pays. Une politique d'inspiration type FMI, qui est-ce qui s'occupe du social concrètement? Est-ce que c'est toujours comme ça a été le cas par le passé? On l'a beaucoup dit, un temps des frères musulmans, aussi des salafistes, qui concrètement vient en aide, assure l'éducation, vient en aide à la population. Il faut savoir quand même que les frères musulmans ont eu de l'ampleur et ont eu une popularité assez importante parce que le pouvoir a été faillitaire au niveau social et que c'était l'offre de services. Donc aujourd'hui, l'État se désinvestit complètement du social. Mais pire que ça, je suis content d'entendre ça. Vous êtes d'accord? Je suis très bien. Oui. C'est ça le problème. Pire que ça. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de projets qui sont mis en place, mais l'offre de marché est uniquement le marché va uniquement aux institutions militaires. Ce qui fait que même le petit capitalisme local, les investisseurs locaux n'ont pas de travail et ne fournissent pas et ferment boutique. Aujourd'hui, nous avons un taux de chômage qui a augmenté parce que nous avons l'émergence aujourd'hui d'une nouvelle classe 11% militaire. de la population, mais 30% chez les jeunes. Ce sont des chiffres comparables à ce qu'on voit en Europe, cela dit. C'est pas non plus... Sauf qu'en Égypte, les jeunes de moins de 30 ans constitue 60% de la population. Donc, ça fait quand même une autre ampleur du problème. Et qu'on a un problème de démographie importante, et ça aussi, ça n'a pas été géré. Donc, on est dans une situation où même les investissements vont pour l'armée. Donc, le civil, aujourd'hui, n'a plus rien. Magda Mahfouz, ça laisse de la place aux frères musulmans pour garder ce lien social justement au sein de la population qu'ils ont cultivé il fut un temps en Égypte? En fait, le tue des militaires frères musulmans en Égypte, c'est un grave. C'est un grand bombe dans la tête, même dans l'égyptienne. Certaines égyptiennes, elles commencent à dire que c'est les frères musulmans, c'est la source de la problème en Égypte. Ce n'est pas la vérité. Même les périodes de Morsi. Je suis contre Morsi, je suis contre les frères musulmans. Oui, là je ne vous parle pas de l'œuvre globale, je vous parle du social, concrètement dans la rue, parce que c'est là aussi qu'ils ont réussi à nouer un lien avec la population. Moi, dans mon ville, je suis dans Mansoura, en Égypte. Mansoura, elle choisit l'électorat contre Morsi. Elle choisit Shafi. Elle donnait leur vote. Et les frères musulmans... Shafiq, l'ancien Premier ministre, qui s'était présenté contre Morsi. Les frères musulmans, ils sont chez nous, à Dakhahliya. Le bleu groupe de frères musulmans, même les services de frères musulmans à Dakhahliya et le plus d'autres maris en Égypte quand même. Mais à la contraire, ils votent pour Shafi. En ce moment, ils ne donnent pas le vote pour Morsi. Ce n'est pas ça. En fait, je souhaite signaler quelque chose. Mon collègue à la Mons, qui Sisi, elle met en place un projet qui est réussite. Moi, je vois pas, elle peut nous indiquer ou déclarer à quel projet qu'elle était réussite. C'est le projet par exemple, du canal de Suisse. Oui. Elle donne rien du tout comme bénéfice. À la contraire, elle a voté le problème en Égypte. Elle prend l'argent de la poche de l'Égyptienne. 25 000 mégawatts, 12 fois le Rien du tout. On a compris, vous n'étiez pas d'accord sur ce point. On va juste terminer. Je voudrais quand même donner la parole. Il y a beaucoup de problèmes aussi. Je souhaite déclarer pour Sérénade. C'est un collègue, je respecte qu'est-ce qu'elle a dit, mais les périodes de Morsi aussi, Saïna, elle était ouverte pour nous.
pour investiguer, pour observer qu'est-ce qu'il passe en Saïna. Aujourd'hui, Saïna, elle est fermée. Oui. Comme elle dit, comme elle annonce, les paroles de l'armée. Peut-être un mot sur le rôle de la France, parce que on a entendu la France qui réalise à elle seule un quart de ses ventes de Rafale et de navires de guerre avec l'Égypte. Autant dire l'Égypte est devenue un très gros client pour la France. Est-ce que vous voyez, dans la politique française à l'égard de l'Égypte, une politique un peu à géométrie variable? C'est-à-dire, est-ce qu'on est plus tolérant, plus indulgent envers l'Égypte pour cette raison-là qu'avec d'autres, ou est-ce que c'est le même traitement finalement? J'aimerais juste revenir à la question. Mais on n'aura pas le temps, malheureusement. C'est la dernière minute. Je suis désolé. Bien. Alors, évidemment, les intérêts stratégiques priment toujours. Maintenant, toute la question est dans quelle mesure on pourra lier les intérêts stratégiques avec une politique qui impresse peut-être sur les partenaires que l'un ne va pas nécessairement sans l'autre et que peut-être on pourra faire les deux à la fois. Mais il y a aujourd'hui une conjonction d'intérêts à la fois dans le domaine militaire et plus généralement dans la lutte contre le terrorisme. Il y en a certainement, seulement la question est si la solution militaire ou la solution de répression est vraiment la bonne pour le terrorisme. Alors, certainement, une bonne solution pour lutter contre le terrorisme ne peut pas se faire sans la répression, mais probablement elle ne peut pas être réduite à la répression. Merci beaucoup, Ebrard Kinle. Ce sera le mot de la fin. Donc, merci également à Magda Mahfouz, merci à Jean Maher d'avoir été avec nous, à Serenat Chafik et en direct du Caire, il y avait Stéphanie Antoine dans le début de ce journal et Hélène Salon du Monde également. Voilà, c'est la fin de ce débat. Restez avec nous à suivre un nouveau journal dans Paris Direct.